L'attaque toile d'araignée de l'Ukraine a été sa frappe la plus importante et la plus réussie contre la Russie jusqu'à présent, infligeant, selon les rapports, environ 7 milliards de dégâts et dévastant une grande partie de la flotte de bombardiers russes. La Russie est encore sous le choc de l'impact de cette attaque, mais l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Elle maintient la pression et ne laisse pas une seule seconde de répit au président russe, Vladimir Poutine. En fait, les forces armées ukrainiennes viennent de lancer une autre frappe dévastatrice de drones que certains appellent toile d'araignée 2.0. Les analystes russes sont terrifiés par ce qui pourrait suivre. Voici comment la dernière attaque s'est déroulée. Le samedi 7 juin, une locomotive russe roulait à toute vitesse sur les rails, transportant une série de chars, de véhicules blindés et d'autres équipements militaires. Ces trains sont essentiels pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. Depuis le début de l'invasion, le pays a construit de nouvelles lignes ferroviaires pour accélérer et rationaliser l'acheminement des fournitures, telles que les munitions, le carburant et la nourriture. Mais ce train n'allait jamais atteindre sa destination. À l'insu des Russes, les forces ukrainiennes avaient secrètement caché une petite armée de drones, les Iliens, à l'intérieur de certains des conteneurs ferroviaires, qu'au moment opportun, alors que le train était encore en mouvement, des trappes sur ces conteneurs se sont ouvertes. Et les drones se sont activés, s'envolant et déchaînant le feu sur le train. C'était, à bien des égards, le reflet de l'attaque Spiderweb, où des drones avaient été cachés à bord d'une série de camions, qui furent ensuite conduits vers des endroits stratégiques à travers la Russie. Une fois que les drones s'étaient garés près des aérodromes russes importants, les toits des conteneurs se sont ouverts. Des dizaines de drones ont envahi le ciel, endommageant et détruisant de nombreux bombardiers russes stationnés sur les aérodromes. Selon les rapports, jusqu'à un tiers de toute la flotte de bombardiers russes a été anéantie en une seule journée, bien que l'opération elle-même ait nécessité pas moins de 18 mois de planification. Il n'y a aucune information sur la façon dont l'Ukraine a réussi à faire monter ses drones à bord d'un train russe, mais c'était sûrement un exploit d'une intelligence, d'une stratégie et d'une discrétion incroyables. Ces trains étant cruciaux pour la Russie, ils sont généralement très protégés. Les forces russes font de grands efforts pour sécuriser leurs approvisionnements lors de leurs déplacements, avec des caméras, des gardes et diverses technologies utilisées dans des endroits clés comme les ports, les gares et les bases. Donc, le fait que l'Ukraine ait réussi cela est assez extraordinaire, et il est encore plus impressionnant d'apprendre que l'Ukraine a dû, d'une manière ou d'une autre, découvrir l'existence d'un train qui devait transporter à la fois du matériel militaire et des conteneurs de céréales, puis élaborer une stratégie pour dissimuler ces drones dans ces conteneurs de céréales et trouver un moyen de les libérer au moment précis pour mener une frappe réussie et dévastatrice. En bref, tout comme l'opération Toile d'araignée, cette attaque était un exemple stupéfiant de l'ingéniosité ukrainienne face à des obstacles écrasants. Malgré le peu de détails sur la planification et l'exécution de l'attaque, elle a été confirmée par des sources des deux côtés du front. Et si l'on en croit les rapports, il s'agissait d'une frappe incroyablement destructrice et réussie. Les forces de défense du sud de l'Ukraine, par exemple, ont publié un message concernant l'attaque sur Telegram le 7 juin dans le cadre de leur mise à jour quotidienne sur les événements clés du front. Ils ont écrit: les forces de défense du sud de l'Ukraine ont frappé une locomotive avec une colonne d'équipement ennemi. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 13 chars et plus de 100 unités de matériel blindé et automobile. Sur X, le journaliste de guerre indépendant américain Igor Shchouko a semblé confirmer la nouvelle, écrivant: des drones ukrainiens sont sortis des trappes de wagons à grains et ont détruit 13 chars russes et plus de 100 véhicules blindés, ainsi que d'autres équipements transportés par le train russe. Dans le sud occupé de l'Ukraine, il semble que les trappes aient de nouveau été ouvertes à distance. Selon d'autres sources, la situation en Russie serait encore plus sombre, suggérant que, ainsi que plus d'une douzaine de chars et plus d'une centaine de véhicules blindés. La frappe de drone a également détruit 7 systèmes d'artillerie et 10 réservoirs de carburant, transportant entre 158 000 et 172 000 gallons de carburant. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que les forces armées ukrainiennes et d'autres sources exagèrent quelque peu ces affirmations pour rendre l'attaque encore plus impressionnante. Cependant, même les rapports du côté russe de la guerre dressent un tableau accablant de l'attaque. Un blogueur pro-Kremlin en particulier exprimant une indignation totale que l'attaque ait pu avoir lieu. Il aurait écrit: il n'y a plus aucune raison de rester silencieux. L'ennemi a détruit une locomotive avec des chars et des dizaines de véhicules blindés. À un moment donné,
Les trappes par lesquelles le grain est versé ont commencé à s'envoler des wagons trémides à céréales pendant leur déplacement. Les drones sont sortis par ces ouvertures pour attaquer les équipements sur la plateforme. Quelle idée de génie! L'idée d'associer des équipements et des wagons à céréales demeure mystérieuse. On ne sait pas non plus comment le service de sécurité d'Ukraine a réussi à cacher les drones. Mais voici le résultat. Le premier coup a frappé la locomotive, après quoi le train a ralenti et s'est arrêté. L'ennemi a facilement détruit la majorité de l'équipement. Opération Toile d'araignée 2.0. Quelqu'un doit répondre de cela. Voici pourquoi c'est crucial. Les blogueurs et analystes russes sont notoirement biaisés dans leurs reportages. Ils ont tendance à présenter chaque événement sous le meilleur jour possible. Du point de vue russe, ils ne cessent d'affirmer que la Russie gagne la guerre sur tous les plans et minimisent toute forme de résistance ou de contre-attaque de la part des Ukrainiens. En fait, le Kremlin a même adopté des lois qui rendent essentiellement illégal pour les blogueurs ou les commentateurs de critiquer ou de parler négativement du gouvernement russe, de son armée ou de ses actions en Ukraine. Ceux qui enfreignent cette législation peuvent faire face à des amendes, à l'emprisonnement et à d'autres sanctions. Ainsi, la majorité, voire la totalité des grandes voix russes qui s'expriment sur la guerre ont tendance à être très pro-russes. Donc le fait que ce blogueur russe, ainsi que d'autres, ait été aussi critique dans ses propos raconte une histoire très claire. Cela montre que même ceux qui ont soutenu aveuglément la Russie dans ses actions jusqu'à présent commencent peut-être à voir les fissures dans la soi-disant opération militaire spéciale. Et si les blogueurs russes et les propagandistes commencent à critiquer l'armée, cela soulève la question: qu'est-ce que tout cela signifie pour Poutine et la situation actuelle au Kremlin? Eh bien, même si une partie de la population russe croit encore que la guerre est juste et que la Russie est du bon côté, beaucoup de gens commencent peut-être lentement à se réveiller face à la réalité de la situation. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le président Poutine, qui a toujours semblé si désespéré de s'imposer comme le plus grand et le plus respecté des dirigeants russes. L'image soigneusement cultivée d'une présence forte, puissante et inébranlable de Poutine s'effrite lentement à mesure que la guerre se prolonge au-delà de toutes les attentes. Et surtout maintenant, l'Ukraine riposte, frappant avec succès des cibles russes et démantelant peu à peu la machine de guerre. En effet, si les rapports concernant cette dernière attaque sont exacts, alors la Russie a subi ici un coup sérieux. Un rapport récemment publié par le Centre d'études stratégiques et internationales a détaillé les pertes colossales que l'armée russe a subies ces derniers mois, affirmant que la Russie a perdu des quantités importantes d'équipements sur les domaines terrestres, aériens et maritimes, soulignant le lourd tribut matériel de sa campagne d'usure. Depuis janvier 2024. Par exemple, la Russie a perdu environ 1149 véhicules blindés de combat, 3098 véhicules de combat d'infanterie, 300 pièces d'artillerie automotrice et 1865 chars. Encore plus remarquable, les pertes en équipement russe ont été nettement supérieures à celles de l'Ukraine, variant entre un ratio de 5 pour 1 et de 2 pour 1 en faveur de l'Ukraine. Spiderweb 2.0 permet l'ajout de plus d'une douzaine de chars et d'une centaine de véhicules blindés à ces statistiques. Ce qui prouve que, malgré toute sa puissance militaire, la Russie a énormément peiné à s'imposer dans cette guerre. Ces avancées sur le terrain se font à un rythme incroyablement lent, avec seulement 50 mètres de terrain gagnés dans certaines régions chaque jour. Et ces pertes sont énormes, et il ne s'agit pas seulement de pertes matérielles, mais aussi de vies humaines. La Russie serait proche d'atteindre le cap du million de pertes depuis le début de la guerre, avec environ 250 000 soldats tués et des centaines de milliers d'autres blessés. Si la Russie continue de subir des attaques et des revers, ces pertes vont continuer à s'accumuler, et la popularité ainsi que l'héritage de Poutine diminueront chaque jour davantage. Et tout porte à croire que les attaques vont continuer. Alors que l'Ukraine a vraiment renversé la tendance de la guerre ces derniers jours, passant d'opérations défensives à offensives et frappant à plusieurs reprises en plein cœur de la Russie. Maintenant, la plus grande de ces frappes était bien sûr l'opération Toile d'araignée elle-même. Cela impliquait l'utilisation de plus de 100 drones pour frapper 4 bases aériennes distinctes à travers la Russie, y compris la base aérienne de Beliat, qui se trouve à plus de 2000 miles de la frontière ukrainienne. L'attaque a surpris la Russie et le monde entier par sa planification, son exécution et ses résultats finaux extraordinaires. Avec plusieurs bombardiers, Tupolev 160 et Tupolev 22 détruits, ainsi que des Tupolev 95S qui sont capables de transporter des bombes nucléaires et des missiles de croisière.
L'Ukraine a également récemment frappé le pont de Kertch, qui relie la Russie continentale à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée et occupée. La Russie utilise ce pont pour transporter de grandes quantités de personnes et de matériel de et vers la Crimée. Mais l'Ukraine l'a visé à plusieurs reprises, la dernière attaque impliquant des explosifs sous-marins, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Certains analystes et experts ont depuis suggéré que l'Ukraine aurait pu utiliser des drones sous-marins avancés pour à la fois placer et déclencher ces explosifs. Ce qui alimente les craintes en Russie que l'Ukraine puisse frapper ses bases navales, ses ports et même ses sous-marins nucléaires dans les jours et semaines à venir. Ces derniers jours ont également vu des frappes réussies de drones ukrainiens sur d'autres cibles majeures au-delà de ses frontières, sur le sol russe. Elles incluent le dépôt pétrolier Krystal dans la ville russe d'Engels, à environ 600 km de l'Ukraine, dans l'oblast de Saratov. L'Ukraine a visé ce dépôt à plusieurs reprises par le passé. La dernière frappe, survenue dans la nuit du 6 juin, a été particulièrement importante. Les habitants locaux ont signalé de multiples explosions dans la région, et des images vidéo montraient d'épais nuages noirs de fumée s'élevant au-dessus de la zone, avec des flammes déchaînées léchant le ciel tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient en arrière-plan. L'usine Progress dans la ville russe de Mechorinsk a également subi de plein fouet les attaques meurtrières des drones ukrainiens. Des rapports, provenant de la Seine, ont suggéré qu'un drone explosif avait causé des victimes et des incendies, avec des images et des vidéos à l'appui de ces affirmations. Cette usine fabrique des pièces importantes de matériel militaire, notamment des systèmes de contrôle de missiles, qui permettent à la Russie de tirer à plusieurs reprises sur des cibles en Ukraine, comme des bâtiments civils dans la capitale du pays, Kiev. Désormais, un seul facteur unit toutes ces frappes ukrainiennes réussies, les drones. Pendant une grande partie de cette guerre, l'Ukraine a été amenée à craindre les drones. Avec la progression de l'invasion, la Russie est devenue de plus en plus dépendante d'eux. Elle a acheté de grandes quantités de drones de type Shahed à l'Iran pour plus de 100 milliards de dollars, ainsi que la construction de ses propres nouvelles installations de production de drones, et l'utilisation de plus en plus de drones chaque année. En effet, la première année de la guerre, en 2022, a vu environ 2600 frappes de drones au total. En revanche, 2024 a enregistré environ 13 800 frappes. On prévoit que 2025 se terminera avec un total encore plus élevé. À cause de cela, du côté ukrainien, environ 70% de tous les morts et blessés sont désormais causés par des frappes de drones. Civils comme soldats redoutent désormais le bourdonnement caractéristique des drones dans la région. Pour aggraver les choses, la Russie chercherait des moyens de rendre ces drones encore plus meurtriers et efficaces, comme l'intégration de technologies d'intelligence artificielle, qui permettraient aux drones de fonctionner de manière autonome, sans avoir besoin de pilotes ou de contrôleurs humains. Le pays investit également dans la formation des opérateurs de drones, construisant non seulement une armée de drones, mais aussi une armée d'experts, pour les guider vers leurs cibles. Mais comme l'Ukraine commence à le prouver et que la Russie commence à le découvrir, deux parties peuvent jouer au jeu des drones. Il est clair que la Russie n'est pas le seul pays capable d'utiliser ces éléments innovants et nouveaux de la guerre à son avantage. Chaque jour qui passe, l'Ukraine trouve de nouveaux moyens de repousser les limites de la technologie des drones et développe de tout nouveaux plans d'attaque et stratégies basés sur les avantages uniques que présentent les drones. Les drones offrent des avantages, tels que la facilité de dissimulation et de transport secret à travers les frontières et en Russie, par rapport à des véhicules plus grands ou des groupes de soldats. Ou le fait qu'ils peuvent infliger des dégâts incroyables malgré leur taille relativement petite, ou encore que beaucoup d'entre eux sont relativement peu coûteux à fabriquer. Les drones qu'a utilisé l'Ukraine pour l'attaque Spiderweb par exemple coûtaient à seulement 2000 $ chacun, mais ont détruit du matériel russe valant des milliards. En somme, les drones offrent à l'Ukraine une nouvelle capacité de riposte contre la Russie. Pas seulement le long des lignes de front ou dans les régions frontalières disputées, mais bien plus loin, au cœur même du territoire russe. Cela a envoyé un message clair, aucun endroit en Russie n'est sûr. Les drones ukrainiens peuvent et vont frapper partout à travers le pays. Et même si les Russes essayèrent de cacher leurs avions de chasse et autres équipements coûteux à des centaines de kilomètres, il y a toujours une chance que des drones ukrainiens soient secrètement introduits dans ces zones, prêts à frapper sans avertissement. On ne sait pas encore quel drone l'Ukraine a utilisé pour Spiderweb 2.0, mais il est probable qu'il s'agisse des mêmes modèles, ou de modèles similaires à ceux utilisés lors de la première attaque Spiderweb. Bon marché est simple, mais très destructeur. Et si l'Ukraine peut infliger autant de dégâts avec ses drones les plus basiques et économiques, il est impossible de prévoir ce qu'elle pourrait accomplir avec certains de ses équipements plus sérieux, avancés et coûteux.
Des équipements comme le Toloka TLK 150, TLK 400 et TLK 1000. Des drones sous-marins capables de voyager sous les vagues, à travers les rivières, sur les lacs, ou même par-delà les océans et les mers, pour frapper des cibles navales par en dessous. Ces 3 drones varient en taille, portée et capacité. Le TLK 150, par exemple, ne mesure que 2,40 m de long et peut parcourir environ 100 km, avec une charge utile maximale de juste plus de 50 kg. Pendant ce temps, le TLK 1000, le plus grand des 3, peut atteindre près de 12 mètres de long. Il peut parcourir des distances de plus de 1200 miles et transporter des charges de plus de 5000 kg. Un seul TLK 1000 pourrait théoriquement neutraliser plusieurs cibles à la fois grâce à sa puissance dévastatrice. Du côté russe, des analystes alertent déjà sur une possible attaque contre des villes portuaires comme Vladivostok, ou les précieux sous-marins nucléaires du pays, amarrés dans une installation sécurisée sur la péninsule du Kamtchatka, à l'extrême est du territoire russe. Et en parlant de drones maritimes, l'Ukraine a également récemment dévoilé son incroyable vedette rapide télécommandée Magura V7. Mesurant 24 pieds de long, ce navire sans équipage peut lancer des missiles anti-aériens, permettant ainsi à l'Ukraine d'utiliser des drones maritimes pour frapper des cibles aériennes. Et il a déjà fait ses preuves dans des conditions réelles. L'armée ukrainienne a rapporté que le Magura V7 a abattu une paire d'avions de chasse russes Su-30 le mois dernier. Et cela représente seulement l'une des nombreuses façons dont l'Ukraine investit dans l'innovation des drones et les technologies émergentes, pour façonner non seulement le visage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi celui des conflits futurs potentiels. Un autre élément unificateur des dernières attaques de l'Ukraine est le fait qu'elles ont toutes tendance à se concentrer sur des cibles logistiques ou militaires clés. L'Ukraine a ciblé des raffineries de pétrole, usines, aérodromes, chemins de fer et ponts sur tout le territoire russe avec ses drones et missiles. C'est un pilier essentiel de la stratégie ukrainienne actuelle, et il est facile de comprendre pourquoi. L'Ukraine est consciente que son armée est inférieure à celle de la Russie, malgré le soutien de ses alliés occidentaux. Les statistiques le montrent clairement. L'Ukraine a environ 900 000 soldats en service actif, tandis que la Russie en compte plus de 1,3 million, et de plus en plus de soldats rejoignent la cause chaque jour. Grâce aux campagnes de recrutement intensives et aux conscriptions du Kremlin, la Russie dispose également de beaucoup plus de véhicules, d'avions et de navires que l'Ukraine. Elle possède plus de 10 fois plus d'appareils, même si beaucoup de ses bombardiers les plus importants ont été détruits par Spiderweb. Ainsi qu'environ 5750 chars et plus de 130 000 véhicules blindés, contre un total estimé pour l'Ukraine de 1114 chars et 18 920 véhicules blindés. C'est un combat de David contre Goliath, mais on connaît tous l'issue de cette histoire. Et l'Ukraine prouve à maintes reprises que malgré sa taille plus modeste, elle est plus que capable d'infliger de sérieux coups à la machine de guerre russe. Et elle y parvient, en choisissant soigneusement ses cibles, en planifiant ses attaques dans les moindres détails et en exécutant ses stratégies avec une précision impeccable. Cela a été évident lors de l'opération Toile d'araignée, et à nouveau avec Toile d'araignée 2.0. Mais Toile d'araignée 3.0 est-elle déjà en préparation, et où pourrait-elle avoir lieu? Pour l'instant, seules des spéculations sont possibles. Mais, comme mentionné précédemment, il y a des rumeurs et des bruits qui circulent du côté russe, selon lesquels l'Ukraine pourrait tirer parti de ces incroyables drones sous-marins pour cibler des ports ou des bases navales russes. Il est possible de frapper la flotte russe du Pacifique, composée de destroyers, corvettes et autres navires. Visionnez notre vidéo récente détaillant le déroulement potentiel de cette attaque. Nous allons examiner en détail comment se déroule la guerre et pourquoi la Russie est actuellement du côté des perdants. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour recevoir d'autres mises à jour quotidiennes sur les événements clés du conflit, ainsi que sur d'autres actualités militaires et géopolitiques importantes du monde entier.